En fait, on se sent un petit peu plus comme les résultats d'élection. Oui, c'est ça, si la tendance se maintient, nous devrions commencer dans les prochaines secondes. En fait, je vais commencer avec des aspects un peu techniques. On se présente d'abord. Oui, certainement, bien sûr. Flavie Lavallière, je suis conseillère en développement collectif chez Communagir. Et Sébastien Martineau, aussi conseiller en développement collectif à Communagir. Donc, bienvenue à tout le monde. Oui, bienvenue. On est bien impressionné de votre réponse et du fait que vous prenez votre heure du dîner du vendredi pour la passer avec nous. Donc, bienvenue. D'un point de vue technique, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que on a aujourd'hui vraiment l'idée de transmettre des informations, donc de vous partager les données ou notre vision des outils d'animation qui sont sur la plateforme Communagir pour emporter. Mais la formule webinaire là, permet principalement le transfert d'informations, mais peu l'interaction. Donc, normalement, chez Communagir, on travaille beaucoup dans l'échange et le dialogue, mais ce webinaire-là en fait un peu exception étant donné la plateforme et les moyens. Donc, comme vous voyez, il y a le chat qui est quand même disponible. Ça va être un peu notre lien d'échange possible. Donc, si vous avez des questions, malheureusement, on n'aura pas la possibilité de répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais vous allez pouvoir utiliser le chat. Si c'est des questions plus techniques, on a aussi une collègue dans l'ombre, Marc-Claude, qui va pouvoir peut-être vous soutenir pour les questions plus techniques. Si vous avez plus besoin d'informations sur les outils ou autres détails, on va peut-être essayer de les lire et d'y répondre au fur et à mesure, autant que faire se peut. Ce webinaire-là est enregistré et va être disponible sur notre chaîne YouTube. On va peut-être aussi, il va falloir confirmer, mais probablement vous envoyer le lien par courriel pour faire suite au webinaire. Donc, voilà. Excellent. Donc, oui, puis il y a aussi le fait que déjà, vous êtes 102, 103 de connectés, 200 qui s'est inscrits. Donc, on se voyait mal vivre des interactions en direct dans le peu de temps qu'on a. Alors, c'est pour ça qu'on décide d'y aller sur cette formule-là aujourd'hui. Puis, on aura l'occasion, si vous avez des questions, une autre fois, on pourra se rappeler ou prendre contact. Comme je le disais, on était très impressionnés. C'est la 3e ou 4e fois qu'on fait un webinaire autour de Communagir pour emporter. Mais là, cette fois-ci, le nombre d'inscriptions est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je salue, là, il y a des gens de l'appui de Montréal. J'ai vu qu'ils nous ont dit coucou dans le chat, donc bonjour. Donc, si je reviens aux gens inscrits, donc plus de 200. Et là, on a des gens de plusieurs régions du Québec, la Gaspésie, le Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, on a nommé l'Outaouais, Québec, Montréal. On a vu tantôt aussi des gens de la Métis. Des représentants des Premières Nations, donc de MasterIH et l'IDD-PNQL, comme on l'a dit tout à l'heure. Des gens plus du secteur de l'environnement, donc des gens des organismes de bassin versant, mais aussi l'organisme Ouranos qui s'est inscrit. Beaucoup de gens du secteur de santé et services sociaux, donc beaucoup d'organisateurs communautaires. Des gens qui œuvrent auprès des proches aidants, des tout-petits, les saines habitudes de vie. Plus du niveau de l'enseignement, on a les gens des cégeps, de certaines commissions scolaires et de l'Université de Montréal qui sont inscrits. Et on l'a vu aussi des gens du CETREC, donc qui sont plus en soutien au niveau de l'enseignement. Des gens du domaine de l'habitation, du développement local, que ce soit des CJE ou des CLD. Plusieurs organismes qui œuvrent dans des domaines similaires à nous, comme par exemple le TIES, Percolable. Des gens des municipalités aussi, et on avait même des gens inscrits qui viennent de la Belgique et de la France. Donc, si c'est le cas, vous pouvez vous manifester dans le clavardage sur le côté, et on vous salue. Alors, on croyait bon, avant de commencer sur Communagir pour emporter, de parler très brièvement de ce que c'est que Communagir. Parce que pour les gens qui connaissent Communagir pour emporter, vous arrivez sur une plateforme web qui est autonome. En fait, Communagir pour emporter, c'est un des nombreux services de Communagir. Donc, Communagir, notre mission, c'est de faire en sorte que les collectivités du Québec soient en mesure de réaliser les changements qu'elles jugent nécessaires à leur développement collectif. Donc, faire en sorte que les collectivités du Québec, par collectivité, on entend des fois à l'échelle d'un quartier, d'autres fois c'est à l'échelle d'une municipalité,
d'une municipalité régionale de comté, d'une région, et on accompagne aussi des réseaux nationaux. Donc, la collectivité peut être de différentes tailles, à faire les changements qu'elle juge nécessaires. Donc, nous, on n'accompagne pas des thématiques de changement, mais bien des processus de changement. Et on croit que c'est aux gens de décider ce qu'ils doivent changer chez eux, mais on le fait dans une perspective de développement collectif. Donc, on ne va pas accompagner une organisation, mais bien plusieurs organisations ou des organisations avec des institutions ou avec des citoyens qui, ensemble, souvent parce qu'ils n'ont pas tous les leviers ou toutes les solutions pour le faire eux-mêmes individuellement, s'allient avec d'autres pour essayer de faire des changements sur leur territoire. Donc, comment on fait ça? On essaie de développer les capacités pour aider au changement collectif, tant en donnant des connaissances, en essayant de développer des compétences, mais aussi en travaillant sur les conditions qui favorisent ce développement collectif-là. Et en ce sens-là, on a plusieurs services d'accompagnement, de la formation, mais aussi, il va y avoir des contenus pratiques qui vont être développés, qui sont issus des accompagnements qu'on fait. Donc, à l'interne, on essaie de réfléchir, on produit des outils qu'on redonne gratuitement parce qu'on est une organisation à but non lucratif. Donc, oui, on charge une partie de nos services. On essaie de tirer des apprentissages de ce qui se passe un peu partout au Québec pour être capable de le rendre accessible gratuitement aux autres régions, des fois plus éloignées, qui ont plus de la difficulté à avoir accès à nos services. Donc, on est beaucoup dans une perspective de développement, de partage et de connaissances. Et on fait aussi de la promotion et de la diffusion de ces outils-là ou de ces manières-là. Et donc, dans ce sens-là, comme Nager pour emporter vient vraiment soutenir l'aspect de développement des compétences des acteurs du développement collectif. Donc, vous voyez ici là, la page d'accueil du site autonome là, dont il est question, donc Comme Nager pour emporter. Pourquoi Comme Nager pour emporter? Ça vient vraiment d'une demande qui a été faite aux conseillers, donc des gens qui étaient en accompagnement, donc une des sphères dans lesquelles on travaille comme Nager. Donc, en accompagnement, les gens sur le terrain ont demandé aux conseillers « Ah, c'était le fun, cet outil-là, ça nous a permis d'aller plus loin, c'était utile. Est-ce que je pourrais avoir une copie? Est-ce que vous pourriez me partager vos outils? » Donc, devant cette demande-là, de devoir écrire l'outil, de le réfléchir, de le structurer, il y a eu une discussion avec les conseillers, puis on a décidé de rendre ces outils-là disponibles non seulement aux gens avec lesquels on travaille, mais à l'ensemble des acteurs du développement collectif, d'où la plateforme Comme Nager pour emporter. Donc, c'est sûr que c'est exactement le site s'est créé dans ce besoin-là, puis c'est dans l'objectif de faciliter les animations du groupe, de faciliter les échanges, les partages. On est vraiment dans une idée de collaboration, d'animation participative. Donc, ça représente effectivement une des sphères dans lesquelles on travaille, qui est l'animation, puis de permettre de rendre possible l'utilisation de ces outils-là par les acteurs et soutenir toutes les personnes qui veulent animer des démarches mobilisantes et participatives. Donc, c'est un peu l'objectif de la plateforme comme telle. Puis, une chose qui nous impressionne de cette plateforme-là, le nombre d'inscrits au webinaire, parce qu'il y en a un par année à peu près là, des Comme Nager pour emporter les incontournables, mais aussi la provenance des gens qui viennent voir les outils de Comme Nager pour emporter. Donc, vous voyez un peu les 10 pays d'où proviennent la majorité des utilisatrices et utilisateurs des outils de Comme Nager pour emporter. Donc, la France, le Canada, la Belgique, les États-Unis, la Suisse et plusieurs pays d'Europe, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, d'Europe, oui, et d'Afrique. Donc, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Donc, on pense que c'est des outils finalement utiles à plusieurs personnes dans plusieurs collectivités et c'est, je pense, une belle fierté pour Comme Nager. Je dirais que ce qui explique peut-être le tableau qui est là, c'est le fait que Comme Nager pour emporter soit en français. Donc, des sites d'outillage au niveau de l'animation, il y en existe plusieurs. Beaucoup en anglais, il y en existe aussi en français, mais moins. Et donc, on voit que ça répond à une demande, là, pas juste locale au Québec, mais ça semble... Puis ce qui fait que la France arrive premier, c'est justement que la France étant plus populeuse. Donc, il y a beaucoup plus de gens, paradoxalement, qui
vont utiliser les outils en termes de proportion qu'au Québec, finalement, parce que pour ce qui est du Canada, c'est majoritairement des gens du Québec. Donc comme Nagère pour emporter, à l'origine, quand le projet est né, il y avait cette volonté que ce ne soit pas juste une boîte à outils où on vient déposer des outils d'animation et que les gens ne réfléchissent pas le contexte. Parce que vous savez certainement que animer, c'est un art. Cet art-là, ben, on l'acquiert au fil du temps, mais c'est aussi de prendre en considération un paquet de conditions avant de choisir un outil. Donc, on ne voulait pas juste que les gens choisissent des outils pour leur aspect tripant ou plaisant ou agréable à vivre. On voulait que les gens se demandent, est-ce que j'ai les bonnes conditions pour utiliser cet outil-là? Mais surtout, c'est quoi l'objectif que je vise avec mon groupe? Donc, d'où un des premiers incontournables, c'est identifier les résultats attendus. Donc, il ne faut jamais oublier que des outils d'animation, ça demeure des outils. Ce n'est pas une fin en soi, ce sont des moyens pour atteindre des résultats avec un collectif. Donc, dans cette partie-là, les incontournables pour une rencontre réussie, on a différentes choses à considérer avant une rencontre, pendant l'animation et après l'animation. Donc, et chacun des outils qu'on va avoir dans l'autre section, donc dans la section outils, va présenter l'outil, mais va faire des liens avec ce qu'on juge important de faire, de considérer en termes d'incontournables par rapport spécifiquement à cet outil-là. Donc, pour ce qui est de la partie outils, justement, on est rendu à 62 outils. Et j'en profite, je ne sais pas si c'est là, mais pour saluer Marie-Denise Prudhomme, qui était une ancienne collègue à Communagir, qui est celle qui a eu l'idée de départ, en fait, de dire on pourrait peut-être faire un site avec tout ça et qui a porté de main de maître cet outil-là. Donc, Communagir pour emporter a fêté ses 5 ans au mois de septembre. Au départ, il y a une personne qui a été embauchée pour interviewer chacun des conseillers pour dire c'est quoi les outils que tu utilises dans le cadre de ta pratique et est-ce que tu as ça sur papier, dans des fichiers informatiques et il y a une recension de tout ça qui a été fait. Des fois, il y avait des versions similaires de différents outils. Et on est parti avec 30 outils de base quand Communagir pour emporter a été lancé. Depuis, on en ajoute quelques-uns par année, pratiquement entre 6 et 8 par année. Si bien qu'on est rendu à 62 aujourd'hui. Ce sont des outils qui parfois ont été créés intégralement par nous. D'autres fois, c'est des outils qui ont été pris de d'autres plateformes, mais qu'on a nous-mêmes à utiliser et qu'on vient commenter. Et d'autres fois, ben, c'est des hybridations. C'est un outil qui existait, mais auquel on est vraiment venu adapter à notre couleur et on est venu ajouter des choses. Donc, on a ces 3 types d'outils-là et bien sûr qui sont tout le temps référencés lorsque ça vient de l'extérieur. Donc, au cours du webinaire, les incontournables, on vous présente cette fois-ci 5 outils. 5 outils sur leur côté technique, mais aussi les contextes. On va venir vous donner des contextes dans lesquels on les a utilisés. Et si vous avez des questions, comme on le disait, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire sur le côté. Comme on disait au tout début, pour les gens qui sont arrivés un petit peu plus tardivement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions si 100 personnes se mettent à poser des questions sur les outils. Néanmoins, puisque vos questions sont associées à des courriels ou à des noms de participants, mais si on voit qu'il y a des questions qui semblent plus importantes et qu'on n'a pas le temps de les traiter aujourd'hui, peut-être qu'on pourra les traiter par la suite. Donc, les 5 outils, les 9 pourquoi, l'effet miroir, les boulettes, les thermomètres et les stocks. Je veux juste ajouter que ce webinaire-là s'appelle « Les incontournables », mais les incontournables qu'on vous présente, ce sont, oui, des outils qu'on aime, qu'on a utilisés, etc., mais c'est des outils qui sont récents. Donc, c'est des incontournables, oui, mais de la dernière année. Oui. Mis à part, en fait, c'était ça notre intention de départ, je me suis rendu compte que les thermomètres, qui est le prochain que je vais vous présenter, lui, il date de plus longtemps, mais c'est un qui est très bon, alors on a décidé de le remettre au goût du jour. Donc, les thermomètres, allons-y. Donc, on va présenter, Flavie et moi, chacun notre tour, un outil. Les thermomètres, c'est un outil vraiment pour mesurer. Donc, nous, on accompagne autant des fois des démarches en réussite éducative qu'en lutte à la pauvreté, des fois des démarches collectives autour de la défense de l'environnement. Et
des fois, il faut être capable, quand on est en collectif, de mesurer soit notre volonté, des fois mesurer certaines actions qu'on a mises ensemble, mais des fois, on n'a pas tout le temps pour faire des évaluations en profondeur. Et donc, les thermomètres permettent au moins d'aller mesurer l'impression des gens face à un objet qui est à mesurer. Donc, le contexte dans lequel je veux vous parler, que je l'ai utilisé, c'est un contexte d'une concertation, comme il y en existe beaucoup au Québec, où on a une concertation régionale et il y a plusieurs concertations locales qui sont attachées à cette concertation régionale-là, mais qui sont quand même autonomes face à la concertation régionale. Et donc, dans la région où j'accompagnais, le développement de ces concertations-là s'était fait de manière très, je dirais, différente d'une place à l'autre. Si bien que dans certains milieux, on avait développé vraiment une expertise en termes de communication. Donc, on s'était doté d'un site web avec des bulletins, des infolettres, avec vraiment une identité de communication très propre à eux, alors que d'autres localités, eux, étaient quasiment pas équipées d'un point de vue communication. Et là est venu le moment où, au niveau régional, il y a eu le besoin de se doter d'une identité et de communication très forte, donc d'une image de marque de la concertation régionale, pas juste pour dire nous sommes forts, nous sommes l'aspect régional, mais bien parce que cette concertation régionale bénéficiait d'un financement qui était à terme dans quelques années. Et elle se disait, il faut que les gens du terrain, notamment les élus de la région, reconnaissent tout le travail qui est fait dans le cadre de ces collectifs-là. Et si on laisse ça, cette reconnaissance-là, à des identités seulement locales, bien, nécessairement, ça peut laisser plus de choix à ce que dans 4 ans, quand le financement tombe, est-ce que les élus vont être là pour encore financer? Donc, il disait, si on a une image de marque forte d'un point de vue régional, où tout ce qui se fait au local est aussi vu attaché comme étant attaché à l'image de marque, eh bien, on risque d'avoir plus de chances de pouvoir poursuivre les efforts de financement. Maintenant, vous le comprenez, comme probablement dans toutes les dynamiques au Québec, lorsqu'il y a une concertation régionale et des concertations locales, le local a souvent, puis parfois avec raison, peur de se faire imposer des choses par le régional. Des fois, ce n'est pas ça l'intention, mais c'est ça le résultat. Des fois, c'est ça l'intention et c'est ça le résultat. Des fois, ce n'est pas ça l'intention et ce n'est pas ça le résultat, mais on a quand même certaines craintes. Donc, dans ce cas-ci, il y avait certaines concertations locales qui étaient super chaudes à l'idée que le régional arrive avec des outils de communication parce qu'eux n'étaient pas très développés à ce niveau-là. Alors que dans d'autres, il y a des concertations qui avaient un fort attachement à leur image de marque et qui voyaient d'un mauvais œil que toutes les actions qui soient faites dans leur localité soient associées à l'image de marque régionale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais te demander de tourner. On leur a fait faire les thermomètres. Donc, ça a été une activité en 2 temps. Donc, les thermomètres, c'est très simple. Hein? Vous voyez, c'est un thermomètre qui est rempli plus ou moins, de manière plus ou moins élevée. Et là, on a dit, si on veut se doter d'une stratégie collective de communication, quelle est notre capacité locale à mener des actions de communication? Donc, dans cette journée-là, les gens étaient regroupés par localité, bien sûr, et devaient se demander, bon, on veut peut-être faire des actions de communication, mais ce n'est pas ça notre mandat principal. Notre mandat, c'est de faire des actions, notamment en développement social ou auprès des tout-petits, développer des projets pour aider la société. Donc, oui, il faut faire valoir les résultats de ces actions-là, mais ce n'est quand même pas notre travail de faire des actions de communication. Donc, une fois cela dit, est-ce qu'on a du temps pour le faire? Parce que la question des ressources humaines est importante, mais aussi la question du temps. Des fois, on a beaucoup de ressources humaines, mais on a tellement de dossiers qu'on ne peut pas s'y attarder. Est-ce qu'on a dans l'équipe les compétences en communication? Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut faire des communications, mais est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a, au-delà du temps, les ressources humaines pour s'y attarder? Et finalement, est-ce qu'on a les sous pour le faire? Parce que ça vient aussi avec des dépenses. Donc, par localité, les gens ont eu à réfléchir en sous-groupe sur se positionner, donc d'évaluer, de mesurer le temps, leurs compétences, leurs ressources humaines et leurs finances pour être capable localement de porter une stratégie locale de communication. Naturellement,
les gens, ça les a amenés à dire, au-delà de notre désir, est-ce qu'on a les capacités, les moyens de le faire? Et là, chaque localité était inégale là-dedans. Et une fois qu'on a fait ça, bien, on est revenu. C'est pour ça que je vous dis que c'est une stratégie en 2 temps. Déjà, cette première outil-là leur a permis d'avoir une meilleure compréhension entre eux. Et deuxièmement, on leur a fait faire un exercice où on a fait 2 sphères, 2 ronds. Donc, un diagramme où on avait la sphère régionale, la sphère locale. Et on demandait à chacun des groupes de dire, une fois que vous avez évalué votre capacité locale à faire des coms, qu'est-ce qui serait de l'ordre du local, qu'est-ce qui serait de l'ordre du régional et qu'est-ce qui pourrait être partagé par les deux. Et là, on leur fournissait une liste. Faire des conférences de presse, faire des revues de presse, être capable de nourrir un site Internet, être capable de faire des infolettres. Donc, les gens devaient venir dire, dans toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire au local, qu'est-ce qu'on peut faire on aime mieux que ce soit les régionales qui le fassent, et qu'est-ce qui pourrait peut-être être partagé en termes de compétences entre les deux. Donc, dans cette manière de faire-là, ben, les gens étaient plus capables. Et au niveau régional, ils ont été capables de dire, ben, on va avoir une stratégie qui va être adaptée avec les différentes localités. Donc, j'ai une question ici. Est-ce que cela est fait de façon anonyme ou c'est du vrai travail en groupe? Non, dans ce cas-ci, c'était des vrais... Donc là, je ne sais pas si je comprends bien le sens de la question, mais c'était du vrai travail en groupe. Donc, les gens travaillaient déjà ensemble et devaient se positionner sur ces capacités-là dans ce cas-là. Et donc, chacun a été capable de dire, nous, au régional, ça serait ça nos attentes en termes de communication. Nous, au local, ça serait ça. Et recevant tout ça, bien, après ça, il y a une réflexion dans l'équipe régionale pour voir comment respecter aussi les localités dans leur désir. Donc, c'était dans un grand groupe, un travail en sous-groupe pour... Oui, donc les gens c'était un grand groupe, il y avait une trentaine de personnes et il y avait des sous-groupes de 5 personnes parce qu'il y avait à peu près 6 localités. Et ensuite, on revenait tout le monde ensemble pour se partager cette compréhension-là. Donc là, pour cette fois-ci, c'était sur les communications, mais on peut mesurer un paquet de choses. L'idée étant ici de faire croiser les perceptions de chacun quant à l'évaluation d'un objet de travail, d'une stratégie qu'on a adoptée, d'un projet qui est en cours. Donc voilà, pour les thermomètres, comme tous les outils de Comnaget pour emporter, l'idée c'est de l'adapter à votre propre contexte puis de le mettre à votre main. Comme vous voyez, on présente 5 outils aujourd'hui, mais ils ont chacun des fonctions différentes, des objectifs différents. Puis, ils vont s'appliquer dans des contextes différents. Moi, je vais vous présenter les 9 pourquoi. Donc, c'est un outil que j'ai utilisé dernièrement dans le cadre d'une rencontre d'une table de concertation qui réfléchissait un peu, qui est en début de planification. Donc, comme le dit la merveilleuse acétate avec ce petit bonhomme, je ne sais jamais si c'est Calvin ou pas, mais bon. Donc, question 5, on ne prend pas toujours le temps de se poser. Effectivement, les 9 pourquoi, c'est vraiment pour réfléchir à l'intention profonde que les gens ont pour mener une action. Donc, c'est vraiment pour voir qu'est-ce qui rassemble tout le monde, qu'est-ce que c'est l'intention de notre action collective, mais à réfléchir individuellement. Donc, c'est un temps précieux qu'on prend rarement le temps de prendre et qu'on va réfléchir individuellement pour finalement partager cette intention commune-là pour partir d'une rencontre avec ce partage-là de nos intentions. Donc, ça fonctionne de manière assez simple. On demande aux gens individuellement de réfléchir à ce qu'on fait concrètement. Donc, quelles sont les actions qu'on fait pour travailler dans un projet collectif. Donc, on pose la question, qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous travaillez à, par exemple, la concertation, lorsque vous travaillez à ce projet collectif. Puis les gens prennent 1 minute pour lister les actions qu'ils font concrètement dans ce travail collectif-là. Donc, individuellement, quel est mon travail? Je liste mes actions. Ensuite, on demande aux gens de se placer en diade. Donc, moi, je vais me placer avec Sébastien et je vais arriver, chacun on arrive avec notre liste d'actions que l'on fait et on va demander aux gens d'être chacun leur tour intervieweur et interviewé. Donc, chaque personne va commencer en expliquant, mais moi, quand je viens personnellement faire mon travail au sein de ce collectif,
Puis là, on va présenter la liste d'actions que je fais. Par exemple, ben, j'arrive, je me suis mise au courant des dossiers, je prépare mon rapport, je l'apporte, etc. Donc, c'est la liste des actions que la personne fait. Puis, pendant une minute, présente ces actions-là. Puis là, la personne intervieweur va lui demander, mais pourquoi est-ce que tu mènes ces actions-là? Donc, l'objectif, ça va être de creuser chacune de cette liste-là pour finalement comprendre quel objectif, quel but, quelle intention la personne a à mener ces actions-là. Donc, par exemple, l'idée que j'ai, c'est de dire, ben, on prépare les actions pour, la liste d'actions qu'on fait pour venir à ce collectif-là ou à cette concertation-là. Bien, ça va être de se préparer pour avoir une idée des dossiers qui vont être discutés, d'avoir étudié l'ordre du jour, de savoir de quoi on parle, etc. Et là, je pourrais dire, mais pourquoi c'est important pour toi de faire ça quand tu viens ici? Exactement. Puis là, moi, je vais répondre, bien, parce que j'aime ça connaître mes dossiers, puis je trouve que c'est important d'arriver bien préparé. Là, mais pourquoi c'est important que tu connaisses bien tes dossiers? Parce que, puis là, ben, finalement, on vient, à force de poser ces pourquoi-là, on peut aller jusqu'à 9 pourquoi, d'où le titre de l'outil. Donc, à force de creuser ces pourquoi-là, on finit par avoir la motivation profonde de venir s'asseoir là, d'avoir un travail, chercher, fouiller, d'être informé, d'avoir... Donc, on a vraiment le but de notre présence à ce collectif-là, ou le but de notre apport à ce travail collectif-là. Et ça vient vraiment soulever cette intention-là. Puis souvent, c'est un éclairage intéressant sur nos motivations. Donc, suite à cet échange-là, chacun à notre tour, on va avoir répondu à ça. Puis, on va avoir un portrait un peu sommaire de nos intentions individuelles. Puis, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait, nous deux, dans ce travail collectif-là. Ensuite, on demande à ces dyades-là de partager cette analyse-là à 4. Donc, à 4, on va avoir une discussion sur, OK, mais qu'est-ce que c'est nos intentions? Qu'est-ce qui est ressorti de cette conversation-là? Comment vous avez, quelles sont les conclusions sur les intentions de vos actions? Puis, on va dégager un peu le sens commun derrière tout ça en équipe de 4. Puis après, bien, on va quand même poser en grand groupe, en réflexion générale, qu'est-ce que ça nous apporte? En quoi est-ce que ces visées-là ou ces intentions-là vont être utiles pour la suite de notre démarche? Comment est-ce que cette réflexion collective-là ou cette intention collective-là va nous faire avancer pour les suites? Quels sont les éléments qui convergent? Qu'est-ce qui nous rassemble? Donc, moi, quand j'ai fait cet exercice-là dernièrement, je pense que ce temps d'arrêt-là, en départ de démarche, premièrement, bien, comme la majorité des activités de brise-glace ou d'arrivée, etc., ça permet aux gens de se connaître, ça nous met en posture pour commencer à réfléchir, puis là, bien, c'est sûr qu'on s'adresse à l'intention par rapport à l'objectif de la rencontre, donc on vient vraiment entamer la réflexion. Donc ça, c'est le phénomène brise-glace, mais le levier commun qu'a cet exercice-là, donc le fait de réfléchir à notre intention, à ce qui nous rassemble, ça met vraiment ensemble l'objectif de la rencontre, puis ça met aussi quelle énergie on est prêt à déployer, qu'est-ce qu'on met au jeu. Puis, en discutant avec Sébastien de l'utilité de cet outil-là, l'origine de ça, c'est vraiment, ça vient de Liberating Structures, si je ne m'abuse, avec mon magnifique accent anglais. Mais ça va vraiment aussi aider si on est des gens qui proviennent de milieux complètement différents. Donc, si ce n'est pas clair quel rôle chaque individu a, mais ça permet aussi d'avoir un peu la réflexion sur quelles sont les tâches, puis finalement, qu'est-ce qui est notre tronc commun, notre intention profonde, puis qu'est-ce qui nous rassemble au final dans ces motivations-là et ces objectifs-là. Donc, pour moi, ça a été un exercice porteur de départ de démarche. Ça a été significatif, je pense, pour les gens qui l'ont fait avec moi cette fois-là, puis je pense que je vais le réutiliser. Je ne sais pas si Sébastien, tu l'as déjà utilisé aussi. Oui, et ce qui arrive, c'est qu'en se concentrant sur pourquoi je fais ces choses-là, je viens me connecter sur le sens de mon action, parce que si ça ne fait pas de sens d'être là, c'est sûr que participer à des réunions ou d'être dans des collectifs, des fois, ce n'est pas tout le temps agréable, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Puis des fois, c'est très agréable par ailleurs.
Mais de se connecter sur le sens, on dirait que ça nous aide à passer par-dessus les côtés moins agréables, des fois plus difficiles de la collaboration, pour se dire non, c'est pour ça que je le fais. Ou peut-être quelqu'un pourrait le faire pour se rendre compte finalement, je ne sais pas trop pourquoi je le fais, puis je pourrais décider de quitter et de m'en aller ailleurs. Mais ça vient vraiment se connecter sur le sens de nos actions et de nos intentions. Et des fois, dans des collectifs, quand on est pris dans des processus, dans des questions financières et tout ça, on en vient à perdre le sens de tout ça. Et ça fait du bien de se rebrancher là-dessus. Effectivement. Puis ça entame une rencontre sur un sens commun. Donc, le prochain outil, ce sont les stocks. Les stocks, en fait, pour les gens qui sont du Québec, vous êtes sûrement familiers avec le fait que le développement passe souvent par des enveloppes financières. Or, quand on demande aux gens de faire une planification et de développer des actions, je dirais le mauvais réflexe, c'est souvent de regarder l'enveloppe et de se demander qu'est-ce qu'on peut développer avec ça. Donc, l'enveloppe financière. Pour pallier à ça, ben, il y a tout le processus de planification stratégique qui vient nous dire, avant de penser au projet et à l'argent, qu'est-ce qu'on vise ensemble? Est-ce qu'on a des priorités? Hein? On pose un diagnostic. Est-ce qu'on a des priorités sur le territoire? Puis comment on va se fixer des objectifs pour travailler ces priorités-là? Puis par quelle stratégie? Puis éventuellement, par quelle action? Mais malgré ça, souvent, quand on arrive à la partie des actions, ben, on se demande, ben, je vais développer en fonction de l'argent disponible. Or, les stocks viennent pas dire on ne prend pas compte de l'argent, mais vient élargir la fenêtre à considérer avant de développer des actions. Donc, l'exercice est assez simple. Ça nous vient du développement durable, d'ailleurs, hein, où on dit, ben, il y a plusieurs stocks. Des stocks, donc, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer chez nous pour se développer. Donc, il va y avoir des stocks qui sont plus de l'ordre humain et social. Donc, les capacités des individus, les savoirs, les expertises. Et là, ça peut être nécessairement, ça va être au niveau d'un territoire et en fonction d'un changement qu'on souhaite. Donc, si ce sont les saines habitudes de vie, si c'est la lutte à la pauvreté, bien nécessairement, ce qu'on souhaite changer va appeler à avoir, d'une part, différents stocks sur notre territoire. Certains, donc, vont être plus de l'ordre de notre capacité, notre culture locale, notre sentiment d'appartenance, les réseaux, est-ce qu'ils sont forts ou pas? Donc, ce qu'on va demander aux gens, c'est de venir, plus on place les éléments vers le centre, plus on va dire que c'est fort, et quand on les met plus loin dans le cercle, on dit que c'est moins fort. Donc, on va voir, on va être capable de qualifier nos stocks. Là, nécessairement, vous allez dire, ouais, mais c'est pas scientifique, ça. Non, ce n'est pas scientifique, et c'est bien correct. Ce qu'on veut, c'est qu'au moins les gens aient une réflexion collective là-dessus et débattent, puis peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la même perspective sur tout ça, mais en venir aussi à reconnaître qu'ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour se développer. Donc, social, au niveau politique, est-ce qu'on a des décideurs qui sont engagés envers ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on a déjà des mesures en place ou des politiques qui existent qui ne sont peut-être pas utilisées à leur maximum, mais qui viennent soutenir ce qu'on tente de changer? Au niveau économique, bien là, nécessairement, les financements rentrent en compte, mais aussi les infrastructures, les équipements, les mesures qui viennent soutenir ou qui ont un potentiel de venir soutenir ce qu'on veut changer. Et d'un point de vue naturel, bien là, c'est sûr, ça dépend tout le temps de ce que vous voulez changer, mais les espaces verts, les lacs, les rivières, mais sur lesquels, encore une fois, ça nous vient du développement durable. Donc, oui, l'économie est un moyen, mais il y a plein d'autres ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour se développer. Donc, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la fenêtre, surtout dans des milieux plutôt sociaux, où on a plus, quand je dis ça, c'est dans des démarches sociales, souvent, parce que les milieux, notamment communautaires, ou les systèmes de la santé, services sociaux, tout ça, où les ressources sont très diminuées, on a tendance à voir l'enveloppe comme le moyen par lequel on va faire nos actions. Mais ce qui est le problème là-dedans, c'est que quand l'enveloppe s'en va, ça nous fragilise. Donc, on développe des actions principalement en fonction d'un montant qui descend, sans se demander quelle va être notre capacité à la poursuivre, cette action-là, une fois le financement parti. Si on développe des actions avec ce même financement, mais qui prend en compte nos forces existantes, et où là, l'argent vient juste faire un effet levier, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas déçu quand le financement va partir. Au moins, on s'est appuyé sur plus qu'un simple financement pour développer des actions.
et donc ça augmente leur potentiel de pérennité. C'est pas magique, hein? Ça ne veut pas dire que quand on fait cet exercice-là, naturellement, on va développer les meilleures actions, mais au moins, ça vient donner une couche de profondeur et on est vraiment plus dans une perspective de développement, dans une perspective de durabilité que dans une perspective de, finalement, opportunité financière. Fait quoi? Aussi fort intéressant. Donc, encore une fois, d'un point de vue vraiment animation, c'est qu'on va demander aux gens dans un premier temps, excusez, je suis en train d'oublier, on va peut-être prendre des post-it ou des petits papiers où on va demander aux gens de nommer individuellement dans un premier temps, peut-être un 10 minutes en silence, quels sont les outils dans ces 4 cadrans-là, les capacités qu'on a, les atouts localement. Donc, les gens vont le faire individuellement et on va faire cette reproduction-là très grande et éventuellement vont venir coller leurs choses. Et là, on va voir, est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes ou on les nomme plus souvent? Puis finalement, est-ce que c'est des choses qu'on a en grande quantité, en très faible quantité? Et une fois qu'on va avoir fait cette analyse-là, bien, on va poser des questions derrière. Et ils sont dans l'outil sur Internet, mais quelles sont les choses que l'on a et qu'il faut protéger? Parce que notamment, on a par exemple, beaucoup de ressources humaines, mais ils sont épuisés. Donc, on ne veut pas épuiser notre monde. Alors, avant de développer des nouveaux projets, il faut être capable de prendre ça en compte. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont manquantes et qu'il faut aller chercher? Est-ce qu'il y a des ressources qu'on a sur le petit territoire et qui sont mal utilisées pour ce qu'on tente de changer? Donc, à travers ces questions-là, on va faire non seulement l'inventaire des ressources, mais on va amener à une réflexion sur l'utilisation de ces stocks-là en vue de développer des nouvelles actions. Est-ce que, oui. Est-ce que c'est un travail en sous-groupe, en groupe, avec chacun, il y a comme une grande feuille devant? Ça, tout dépend de la quantité de personnes qui sont présentes. On peut faire l'exercice. C'est sûr qu'à 30, avec un cadran comme ça, oubliez ça, on est mieux de le faire en plusieurs sous-groupes, disons de 5 à 8 personnes, et ensuite de faire une mise en commun. Parce que nécessairement, comme dans à peu près toute activité d'animation, c'est la qualité des échanges qui va donner la force dans une perspective de développement collectif. Donc, plus on est de gens, moins on a de temps pour s'exprimer. Donc, on aurait avantage dans ce cas-ci, si on a un grand groupe, à faire plusieurs sous-groupes qui font le même exercice et prévoir un temps de mise en commun par la suite. Moi, je vais vous présenter un outil qui s'appelle les boulettes. J'ai vu tout à l'heure que quelqu'un l'avait utilisé et apprécié cet outil. J'aime bien cet outil moi aussi. Donc, les boulettes, on est plus dans l'ordre d'outils qui facilitent la co-construction. Donc, je pense que même, tu sais, on parle des stocks de réfléchir en sous-groupe, etc. C'est effectivement une bonne façon que chaque personne puisse s'exprimer, puisse présenter, ça facilite la prise de parole pour différents types de personnalités versus quand on est en grand groupe, etc. Donc, à chaque petite table va avoir leur force, leur réflexion, mais souvent, il va nous manquer la possibilité de partager ces idées-là à plusieurs, de renchérir, de construire ou de co-construire à plus qu'un petit groupe quand on fonctionne en table ou en tablé. C'est ce que j'aime aussi de cet outil, les boulettes, c'est qu'on amène la co-construction en grand groupe à plus de personnes. On permet à plus de personnes de s'exprimer sur des idées, sur des visions. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est qu'on va partir d'une réflexion, d'un brainstorm, toujours dans une idée de mettre les conditions qui aident pour des tempêtes d'idées. Donc, limiter les freins, faire une tempête d'idées sur une question précise qui va avoir été proposée là, en début de rencontre. Puis, à partir de cette question précise, on va demander au sous-groupe de proposer des idées, etc. Et de sélectionner, après un certain temps, les meilleures de leurs idées. Donc, on fait notre liste d'idées, on choisit les 5 meilleures, c'est ce qu'on propose dans l'exercice. Donc, on prend les 5 meilleures et on fait, sur chacune de ces idées-là, on l'écrit sur un papier, on fait une boulette et on la lance. Donc, nos 5 idées qui sont nommées, présentées sur des boulettes, vont être envoyées soit à notre équipe voisine, soit
dans le milieu, soit où vous le voulez, mais il faut qu'on soit capable de les retrouver. Donc, nos top idées vont être envoyées à une autre équipe qui va défaire la boulette et qui va bonifier cette idée-là. Donc, vous comprendrez que l'idée, c'est pas un outil révolutionnaire qui va changer votre optique de la co-construction, mais c'est plutôt un outil qui facilite, d'où le défroisser la réflexion collective. Ça amène un aspect un peu ludique de faire la boulette, de passer de la boulette à l'équipe suivante. Et ça permet de construire sur les idées d'un sous-groupe précédent. Donc, on garde l'idée qu'en plus petits groupes, c'est plus facile de communiquer, de discuter, de renchérir, mais on ajoute une deuxième équipe qui va travailler sur ces idées-là. Donc, suite à ce partage d'idées-là un peu ludique par boulette de papier, on va ramener en plénière qu'est-ce qui a été dit, puis comment est-ce qu'on a bonifié les idées, comment est-ce qu'on a renforcé ce qui a été nommé. Donc, ça permet justement d'enrichir des idées, puis de voir aussi ce qui a convergé, parce que s'il y a 2 ou 3 équipes qui ont choisi les mêmes idées à faire en boulette, bien, on va se rendre compte que c'est peut-être une excellente idée. Donc, moi, les moments où est-ce que je l'ai utilisé, c'est sûr que ça prend des contextes qui le permettent, mais ça décoince, ça facilite un peu cette transition-là d'une idée à l'autre, puis ça permet de prioriser les idées, de renforcer ces idées-là, puis de les partager en grand groupe. Donc, c'est les boulettes. On continue avec l'effet miroir. En fait, l'effet miroir, c'est un outil que j'ai bâti au cours de depuis 2 ans. Donc, la réflexion au service de la réflexion, donc miroir, parce qu'on fait un reflet. Donc, je n'ai rien inventé dans la technique du reflet. Donc, vous savez probablement que refléter à quelqu'un ce qu'il est en train de dire ou ce que vous avez l'impression qu'il pense, donc c'est de l'interpréter et de lui dire pour vérifier si ce que vous dites est bon ou pas, puis qu'il soit capable de se positionner. Eh bien, il y a un peu plus d'1 an et demi, je dirais, j'ai été appelé à accompagner des élus dans une région du Québec, des élus et des gens qui travaillent dans l'appareil administratif de différentes municipalités. Et ces municipalités-là, comme plusieurs au Québec, après l'élection du gouvernement libéral, on leur a dit qu'il allait avoir tous les pouvoirs. Or, dans la réalité, il y a plusieurs fonds qui sont descendus par la suite, comme le fonds d'appui au rayonnement des régions, qui finalement repassait encore par l'aspect administratif de la région et qui obligeait les différentes municipalités régionales de comté à devoir s'entendre entre eux sur des priorités régionales, alors qu'à l'origine, on leur avait dit que vous allez pouvoir décider chacun de votre part. Donc, vous comprendrez qu'après plusieurs années où les gens ont demandé de l'autonomie localement, qu'on se sont fait dire qu'ils allaient l'avoir, mais que finalement, il fallait encore qu'ils décident d'un point de vue régional, ça créait des tensions assez importantes. Et on m'a demandé de venir animer un lac à l'épaule, donc d'une journée, pour aider les gens à s'entendre sur les priorités et sur leur fonctionnement autour de tout ça. En fait, les priorités avaient été établies, mais la manière de les décliner, comment on allait travailler ces priorités-là c'était complexe, en fait. C'était complexe, puis nécessairement, quand on anime un lac à l'épaule, nous, puisqu'on travaille en amont, en construction avec les gens avec qui on travaille, j'ai travaillé avec un sous-comité représentatif des gens qui allaient faire partie de ce lac à l'épaule-là. Donc, un des directeurs général d'une municipalité, 2, 3 élus, le président de la table de concertation régionale, pour être capable de bien comprendre dans quelle situation ils sont, pour être capable de leur offrir des activités d'animation qui leur permettraient d'atteindre les objectifs de leur lac à l'épaule. Or, plus je les accompagnais, j'ai eu 3 rencontres avec eux avant le lac à l'épaule, plus c'était flou pour moi qu'est-ce qu'ils vivaient. Parce que souvent, quand on accompagne un groupe, à force de se poser des questions, on voit qu'il y a des convergences et les gens se clarifient entre eux leur perception, puis on arrive à s'entendre, puis on dit, ben c'est vers ça qu'on va aller. Or, ça n'a pas été le cas, pour un paquet de bonnes ou de mauvaises raisons. Alors, moi, je me suis dit, je ne peux pas arriver devant le groupe en entier, puis faire comme si
tout était clair pour moi comme accompagnateur. Donc, j'ai dit, c'est simple, je vais leur faire un reflet. Je tiens à dire, une activité comme ça prend quand même beaucoup de préparation à l'avance et ça prend quand même une capacité à être capable de livrer. Parce que nécessairement, dans le reflet que je leur ai fait, je leur ai fait le reflet aussi de ce qui, à mes yeux, était incohérent ou les points de tension qu'il y avait entre eux dans leurs différentes perspectives. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé et j'ai dit aux gens, vous avez une feuille dans laquelle il y a une colonne qui est marquée, je ne sais pas si on l'a mis, le tableau, vous allez le trouver sur Comme nager pour emporter. Ce qui m'est dit en ce moment est vrai et c'est véridique. Ce qui est dit en ce moment n'est pas vrai et c'est très important. Et finalement, dans le discours qui vient de nous être livré, il y a des choses importantes qui sont manquantes. Donc, ce que je leur ai dit, j'ai dit, vous avez cette feuille-là. Moi, je vous connais peu, mais je dois vous accompagner. Et pour bien vous accompagner, il faut que je comprenne ce qui se passe chez vous. Donc, dans cette mesure-là, c'est simple, je vais vous livrer ma compréhension de où vous en êtes et de l'environnement et le contexte dans lequel vous avez à le faire. Je vous dis d'entrée de jeu, cette compréhension-là est incomplète. Puis c'est pour ça que je fais cet exercice-là. Donc, ne vous choquez pas si je dis des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas exactement la réalité. C'est normal. Dans ce cas-là, vous allez le mettre dans les éléments du milieu. Si dans le discours, il y a des choses qui sont tout à fait véridiques et qui vous apparaissent importantes, bien, vous pouvez aussi l'écrire parce que j'espère qu'au moins comprendre un peu ce dans quoi vous êtes. Et si finalement, il y a des choses que j'ai omis et qui sont très importantes à comprendre pour ce que vous avez à faire aujourd'hui, eh bien, je vous invite à l'écrire. Donc, nécessairement, j'ai fait la livraison de cette compréhension-là pendant 10 minutes et les gens prenaient des notes. Suite à quoi, j'ai demandé les gens qui étaient en sous-groupe de 5 personnes à tour de rôle, pas commencer à débattre, mais d'exprimer ce que pour chacun avait été véridique, avait été erroné et ce qui était manquant. Et là, nécessairement, ce qui est vrai ou pas n'est pas la même chose pour chacun, selon la perspective. Et après ça, il y avait une période de débat. Et ce que je leur demandais pour chaque sous-table, c'est de me finir au bout de 45 minutes avec 3 éléments sur lesquels l'ensemble de la table s'entendait comme étant très importants à prendre en considération et qui étaient véridiques dans ce que je leur avais dit. 3 choses qui étaient erronées dans ce que j'ai dit et qui est très important pour ce qu'ils sont en train de faire. Et 3 éléments manquants dans mon discours et qui est très important à considérer pour ce qu'ils ont à faire ensemble. Donc, on fait ça. Ça a brassé parfois, les gens n'étaient pas d'accord, mais ça a permis une certaine convergence de la compréhension de ce que chacun vivait. Et finalement, on a fait le tour de toutes les tables, toutes les sous-tables pour voir quels étaient les éléments importants. Moi, ça m'a permis de comprendre ce dans quoi ils étaient, mais surtout, eux, entre eux, ont clarifié leur compréhension de la situation dans laquelle ils étaient. Ils ont été capables de comprendre des choses différemment. Aussi, il faut savoir que puisque c'était des élus, il y avait des élus qui étaient nouvellement des élus depuis quelques mois et qui ont vraiment mieux compris la dynamique régionale de par cet exercice-là. Et qui sont venus me remercier en disant « Mon Dieu, ça fait 2 mois que je suis élu et j'ai mieux compris la région que depuis les 2 derniers mois, en me donnant un exercice d'1 heure. » Pourquoi? Pas parce que moi, je leur disais c'était quoi qu'ils vivaient chez eux, je ne les connais pas, parce qu'eux se le disaient entre eux. Donc ça, c'est un exercice qui est très important. Par contre, quand les gens font du feedback, il faut être prêt à recevoir comme animateur qu'on s'est trompé. Donc, et ce n'est pas un problème en soi, mais il faut être capable de recevoir. Et des fois, ça vient avec une charge émotive parce que les gens ne sont pas contents de s'être fait dire telle chose. Alors moi, je leur disais tout simplement, c'est normal, je me suis trompé, je vous connais peu. Très bien. Donc, il faut le savoir si on décide d'aller là-dedans. Je dirais que c'est une activité d'animation qui demande une certaine solidité. Peut-être pas le premier à utiliser. C'est une posture délicate. C'est une posture qui est délicate, mais qui est nécessaire parfois. Si c'est clair, ça fait, en 5 ans, j'ai utilisé 2, 3, 4 fois, mais à chaque fois que je l'ai utilisé, c'était parce que c'était nécessaire et ça m'a vraiment permis de comprendre. Bien, c'est ce qui... En fait, la fin. Oui, c'est ça. C'est ce qui conclut nos outils pour aujourd'hui.
Tout à l'heure, j'ai présenté, je voulais revenir, Sébastien a créé l'effet miroir en fait, inspiré de théories psychologiques et autres, mais les boulettes proviennent principalement de Philagora, la trousse à idées. Il y a aussi d'autres outils qui sont disponibles sur cette trousse, sur ce site-là. Il y a aussi Liberating Structures. Et, j'ai eu quoi faire, je professionnalise mon accent. Et il y a Gamestorming qui sont 3 sources complémentaires qui peuvent aussi être fort enrichissantes pour les animateurs et animatrices. Plusieurs des outils qu'on a dans Comme Nagir pour emporter ont été soit adaptés ou traduits de ça, mais mis à notre forme puis testés. Donc, tout ce qui est dans Comme Nagir pour emporter, les conseillers, donc on est 4 conseillers, il y a François Gaudreau aussi à Québec et Sonia Racine, Flavie et moi-même. Donc, ce sont tous des outils qu'on a nous-mêmes utilisés, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, bien sûr, des outils, mais ceux qu'on met dans Comme Nagir pour emporter, on les a testés. Je vous laisse aussi sur ces trois petites bulles. La première chose, c'est notre infolette. Donc, Comme Nagir, on a une infolettre mensuelle. Donc, vous pouvez vous abonner. Vous allez recevoir lorsqu'il y a des nouveaux outils sur Comme Nagir pour emporter et toutes autres nouvelles qui viennent de chez nous. Et aussi, vous êtes cordialement invités, membres ou non, à venir nous voir, nous rencontrer, discuter avec nous et participer à cet événement rassembleur qui est l'Assemblée générale de Comme Nagir qui aura lieu le 21 novembre prochain au bâtiment 7 en après-midi. Il faut savoir que l'Assemblée générale, une Assemblée générale à Comme Nagir, c'est jamais plate. Le côté plus formel est fait, mais il y a tout un aspect de venir vous parler puis interagir avec vous. Donc, on a des outils d'animation pas pour rien. On essaie de les mettre en œuvre dans nos assemblées générales pour que ce soit un moment très nourrissant pour les membres qui viennent nous voir, mais aussi pour les non-membres, parce qu'il y a tout le temps une activité post-AGA qui, elle, est ouverte à tous. Et cette année, Flavie. Oui, c'est ça. Cette année, on va mettre en valeur une ancienne membre de conseil d'administration de Comme Nagir, mais qui est aussi un pilier de l'action collective à Montréal. Donc, il va y avoir une réflexion sur qu'est-ce qui pousse l'action collective, qu'est-ce qui a changé dans l'action collective dans les dernières années. Et ça va pouvoir vraiment alimenter notre réflexion sur le développement collectif à Montréal et ailleurs. Donc, je pense que ça peut être fort nourrissant pour... Et Jocelyne Bernier, qui est cette personne en particulier, a autour de 70 ans, donc elle a à peu près 40 ans d'action collective, autant du côté militance que du côté plus santé et services sociaux. Elle a touché à tout plein de choses, donc elle a une belle vision, je dirais, plus historique, ce qui pour les plus jeunes, des fois, ça nous manque. Hein? On a l'impression que ce qu'on fait en ce moment, ça a tout le temps marché comme ça. Donc, elle sera là pour en témoigner et il y aura un échange, bien sûr, avec les membres pour se demander qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont on se développe au Québec aujourd'hui. Et aussi, toujours le 5 à 7 après, qui est un incontournable. Donc, le bâtiment 7 qui a sa propre microbrasserie. Donc, Laurent Coué, je t'attends. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, visitez notre site internet comnagir.org ou le site de Comme Nagir pour emporter. Puis, on espère que ça vous a plu. Merci de votre présence. Puis, en espérant que ces outils-là, surtout, vous les adaptez. Ce n'est pas des recettes magiques. Hein? Ce n'est pas parce qu'elles sont écrites et qu'il y a des étapes que tout est clair, mais au moins, c'est une bonne base pour la mettre à votre goût, la mettre à votre couleur, de faire en sorte que les gens avec lesquels vous travaillez soient le plus mobilisés le possible pour ce qu'ils essaient de changer chez eux. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.